Bienvenue à ce webinaire organisé par l'UFE en partenariat avec Academia. Mon nom est Nathalie Ponac, je suis basée à Miami en Floride, où j'habite depuis 2005. Certains d'entre vous d'ailleurs ont déjà entendu cette information puisque j'ai fait un webinaire sur l'orientation aux États-Unis il y a quelques semaines. À cette occasion, si vous pouvez nous dire où vous situez, dans quelle ville et dans quel pays, puisque nous avions une base UFE assez large ce soir, ça nous ferait plaisir par le chat si vous pouvez nous donner cette information. Donc je suis Nathalie, je fais du conseil en orientation depuis plusieurs années pour accompagner les élèves pour leurs études aux États-Unis et au Canada. Il y a 3 ans, nous avons ouvert les bureaux d'Academia aux États-Unis afin d'offrir une option de qualité en soutien scolaire et en préparation aux examens, notamment pour les Français de l'étranger. Donc, nous faisons de la préparation au SAT, au SAT, au TOEFL, soit en présentiel à travers les États-Unis, soit en live avec Skype. Un petit point d'organisation, vous pouvez écrire vos questions, mais je vais, moi, vous guider dans l'orientation au Canada pendant une vingtaine de minutes. Et avec ma collègue Pascale Billot, qui est conseillère pédagogique, qui est juste à côté de moi, bonsoir, nous allons répondre à vos questions après pendant une vingtaine de minutes. Donc, notez vos questions ou envoyez-les par le chat et nous essaierons d'y répondre pendant ce webinaire qui va durer donc 45 minutes à peu près. Donc, étudier au Canada. Vous avez devant vous la photo de l'Université McGill, un jour où il y avait encore des feuilles, puisqu'ils ont eu 20 cm de neige hier. Donc, l'hiver arrive tôt, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, pourquoi étudier au Canada ? La question se pose pour pas mal d'Européens. Il y a plus de 80 universités publiques de haut niveau qui offrent un très large éventail de programmes. Un des avantages, c'est que le diplôme est reconnu tant aux États-Unis qu'en Europe, qui permet du coup, après avoir fait un bachelor au Canada, de continuer en graduate school. Donc, continuer en faisant un master ou un doctorat, un PhD, soit aux États-Unis, soit ailleurs dans le monde. Donc, cette accessibilité permet d'attirer beaucoup de gens. L'autre aspect, c'est que les frais de scolarité sont en général beaucoup plus accessibles que dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Ce sont les frais de scolarité les plus accessibles en Amérique du Nord. La qualité de vie est aussi un des aspects très importants, puisqu'il y a une vraie mixité. Ce sont de grandes universités qui attirent un grand nombre d'étudiants internationaux et qui permet donc une qualité de vie pour les étudiants assez exceptionnelle. Et enfin, la possibilité de travailler au Canada après ses études. Alors, ce sont des éléments qui changent d'année en année, donc il faut vérifier quand vos enfants seront en train de faire leurs études. Mais au jour d'aujourd'hui, les étudiants qui ont un diplôme, un bachelor au Canada, peuvent travailler ensuite au Canada, obtenir un visa de travail. Si on parle donc des universités, parmi ces 80 universités, il y a 5 qui se classent parmi les 100 meilleures mondiales. L'Université de Toronto, qui est classée 18, l'Université de British Columbia à Vancouver, 34, l'Université McGill à Montréal, qui est classée 42e, McMaster University en Ontario, et l'Université de Montréal au Québec, qui, elle, offre un programme en français qui est classé 85e. Il y a d'autres universités moins connues, mais qui sont très réputées sur certains sujets. Concordia, par exemple, est très connue en communication, a un programme de Aerospace Engineering, d'ingénieur aéronautique qui est très réputé. Waterloo est un des centres pour les études en intelligence artificielle et tout ce qui est informatique. Ryerson, aussi en Ontario, mais Ryerson est à Toronto, a un très bon programme d'architecture et un très bon programme de cinéma, par exemple.
Il faut savoir que le système éducatif universitaire canadien est un système fédéral. L'éducation est réglementée par chaque province. Donc, c'est pour ça qu'en fait, vous verrez à travers ma présentation, je vais vous parler du Québec, mais de l'Ontario. Enfin, chaque province a un petit peu des règles différentes. Et surtout, comme ce sont des universités publiques, le coût est différent si on est citoyen ou résident, citoyen canadien ou résident de la province par rapport à un résident international, par rapport à un étudiant international. L'autre chose qu'il faut noter, c'est qu'il y a 2 langues officielles au Canada, l'anglais et le français, et donc les universités choisissent une langue d'enseignement, mais que ces 2 langues sont présentes dans l'offre des universités canadiennes. Un petit peu de géographie, juste pour au cas où vous ne sachiez pas trop où est la Saskatchewan, par exemple. Le Canada, on sait que c'est au nord des États-Unis. Le Québec est une province à l'est et il faut à peu près 6 heures d'avion pour aller jusqu'à Vancouver, qui est en Colombie-Britannique, côté Pacifique. Là, je vous ai mis quelques universités, une quinzaine d'universités qui offrent des programmes en médecine, notamment, que vous pouvez voir donc sur cette carte. Donc, c'est un vaste pays. Alors, j'ai souhaité vous parler un petit peu plus de façon technique du bachelor, parce que donc là, on parle de l'enseignement, de rentrer dans une université canadienne après le lycée, donc après avoir obtenu soit un baccalauréat, soit un bac international, soit un US High School Diploma ou tout autre diplôme de fin d'études secondaires. Donc, vous allez postuler, votre enfant, vous allez postuler pour un bachelor. Un bachelor, c'est quoi? C'est 120 crédits qu'on obtient pour donc obtenir ce diplôme. Et ces 120 crédits sont répartis sur une base de cours de General Education, donc des cours, en général, c'est 1 an, où ce sont des cours qui ressemblent plus à ce qu'on a fait au lycée, donc un cours de maths, un cours de sciences, un cours d'histoire, un cours de langue. Ensuite, une partie de ces crédits va être associée au major, à la concentration qu'on va choisir, et il va y avoir des cours, des électifs. Quand on applique pour un programme au Canada, on choisit, en tout cas, on donne son intention de faculté ou de major. Alors que quand on est aux États-Unis, on peut être admis dans une université sans avoir choisi un major en particulier. Si on regarde comment ça se découpe, c'est du coup à peu près 30 crédits par an, donc ça fait 4 ans en moyenne pour obtenir un bachelor. Un cours, c'est 3 crédits, donc c'est une charge de travail d'environ 10 cours par an organisés sur 2 semestres. Je pourrais répondre à vos questions si vous en avez là-dessus. Alors, pourquoi je vous ai parlé de ça? C'est parce que les questions qu'il faut se poser quand on choisit une université au Canada vont être d'abord, quelles sont mes contraintes financières? Parce que surtout si on est citoyen français, il y a une grosse différence entre le Québec et les autres provinces. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Est-ce que cette université offre le major que je souhaite poursuivre? C'est-à-dire, il y a certaines universités ont kinésiologie, où certaines universités offrent des études de cinéma, d'autres pas. Et de façon parallèle, il faut aussi savoir si on peut être admis, parce qu'il y a des très grosses différences de sélectivité entre les universités et dans les programmes. Certains programmes sont plus prisés, donc il est plus difficile d'y rentrer, même dans des universités plus faciles d'accès. Une chose que je voulais absolument vous signaler, c'est qu'il y a des règles spéciales pour les programmes de santé. Certains programmes sont réservés aux Canadiens. Donc, quand on est non canadien, on est automatiquement non éligible pour postuler. Et ça veut dire pour des études de médecine, des études d'infirmiers, sont souvent des programmes qui sont très réglementés et qui privilégient les Canadiens. Alors, ce fameux major dont je parlais, comme on postule pour une faculté ou pour un major, il faut essayer de prévoir un petit peu ce qu'on voudrait faire. Alors, même si le choix se fait souvent
en fin de première année. C'est-à-dire que vous dites que vous voulez étudier psychologie. Si vous changez pour sociologie, c'est possible. Mais au moment où on postule, on va postuler pour un major. À la différence des programmes français qui ont tendance, si on fait business, on fait que business. Dans une université comme McGill, on peut faire un major en business ou un major en psycho et faire un mineur dans une autre en maths ou dans sciences politiques ou dans un autre domaine. Et on peut prendre des options, des électives en musique donc on n'étudie pas que les cours de son major. L'autre chose importante, c'est pour ça que parfois vous verrez qu'au lieu de faire le bachelor en 4 ans, les élèves le font en 3 ans. Quand on a un baccalauréat français ou un IB ou un certain nombre d'AP, des cours américains, on peut avoir jusqu'à une année de crédit. Donc 30 crédits qui sont mis à disposition et qui font que le bachelor se fait en 90 crédits au lieu de 120. Les frais de scolarité sont aussi calculés par rapport au nombre de crédits qu'on fait. Il faut simplement savoir que pour avoir un visa étudiant, il faut être à temps plein et qu'un temps plein, c'est au moins 12 crédits par semestre. C'est pour ça que je vous ai donné un petit peu toute la sauce au début, parce que quand vous chercherez sur les sites combien coûte une année des frais de scolarité pour certaines universités, ils vont vous donner un prix par crédit. Alors, la différence des États-Unis, les critères de sélection au Canada sont assez clairement définis. Par contre, une chose qui est très, très importante, et ça c'est vrai aussi pour les universités en Angleterre, c'est que les cours prérequis en high school sont essentiels. C'est-à-dire que pour certains majors, en particulier, j'ai beaucoup de Français qui demandent des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs ou des programmes en sciences, il est très important d'avoir suivi le bon cours de maths, notamment, ou d'être dans la bonne filière. Si vous êtes en filière L, c'est impossible de rentrer en management dans beaucoup d'universités. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut orienter les élèves dès la seconde ou voire parfois dès la troisième pour être dans la bonne filière et avoir pris le bon cours pendant le high school. Ensuite, l'université va regarder si les cours sont les bons, si l'élève a la moyenne requise pour être admis. Donc, dans ces matières, en particulier les matières qui sont liées au major qu'on a choisi. Alors ça, c'est en règle générale pour la plupart des universités. Certaines universités plus sélectives vont aussi regarder les notes du bac si on passe le bac français. Elles vont regarder le IB Predicted si on fait le bac international. Et elles vont demander un score de SAT ou de ACT si on fait le high school diploma. Donc, c'est en fonction du cursus dans lequel est l'élève que les exigences aux examens standardisés va changer. Dans tous les cas, on doit avoir une preuve de la maîtrise de la langue d'enseignement. C'est-à-dire qu'en général, on est dispensé de cette preuve si on vient de passer 3 ou 4 ans en high school dans la langue de l'université. Par contre, pour rentrer dans l'université anglophone, si on fait un bac français ou qu'on est dans une école francophone, on va avoir besoin de soumettre un score du TOEFL. Et à l'inverse, si on veut rentrer à l'Université de Montréal en français et qu'on fait un high school diplôma aux États-Unis, on va avoir besoin de prouver le niveau de français avec soit le DELF, soit le TFI. Alors, je vais faire un focus sur le Québec. La première raison, c'est une raison, alors il y a une raison d'affinité culturelle, puisque au Québec, on parle français, qu'il y a énormément de Français qui sont installés dans cette province. Par contre, donc, il y a un avantage financier, puisque le Québec a signé un accord avec la France, donc seulement la province du Québec, et les frais de scolarité pour les citoyens français sont identiques à ceux des autres provinces hors Québec et non pas internationales.
Donc, je vous ai mis un tableau, par exemple, pour une scolarité de 30 crédits dans la faculté des Arts au Québec. Pour un Québécois, ça coûtera 4 600 $ canadiens. Alors, c'est bien des dollars canadiens, donc à peu près 80% du dollar américain. Pour un élève des autres provinces ou français, ce sera 10 000 $. Par contre, pour les internationaux, ça sera 21 000 $ pour une année en arts. Et pour une année en management, pour les Français, c'est toujours le même prix, 10 000, mais pour les internationaux, ça sera 51 000 $. Donc, il y a une vraie différence en fonction et ça, c'est sur la base de la citoyenneté, pas sur la base de l'endroit où on fait son lycée ni son diplôme. C'est vraiment sur la base de la citoyenneté. Dans les autres provinces, il y a en général pas trois tarifs. Il y a un tarif canadien et un tarif international. Donc, à l'Université de Toronto, le tarif pour les Canadiens est de 6 000 $, mais pour les internationaux, est de 53 000, plus ou moins en fonction des programmes. Par contre, l'Université de Calgary a beaucoup moins de différence. 4 000 pour les Canadiens, 10 000 pour les internationaux. Donc, si on continue à se focaliser sur le Québec, en parlant d'abord de Montréal, donc Montréal est la plus grande ville au Québec, la capitale du Québec est la ville de Québec, mais à Montréal, il y a 4 universités, donc 2 francophones, l'Université de Montréal et l'Université du Québec à Montréal. HEC Montréal et Polytechnique Montréal sont aussi francophones, sauf HEC Montréal a des programmes bilingues français-anglais et trilingues français-anglais-espagnol. Mais HEC Montréal et Polytechnique Montréal sont en fait des satellites de l'Université de Montréal. Et il y a 2 universités anglophones, l'Université McGill et l'Université Concordia, qui sont toutes les… Donc, les 4 universités à Montréal sont au centre-ville au centre de la ville, et ce sont des campus très urbains avec donc beaucoup d'animation et beaucoup de jeunes dans cette ville. Au Québec, il y a d'autres universités. La seule autre anglophone est Bishop's University, qui est un petit collège à 2 heures de Montréal dans les cantons de l'Est. Mais il y a beaucoup d'autres universités francophones. Les plus réputées sont l'Université Laval à Québec et l'Université de Sherbrooke. Ce qui est important, si vos enfants sont déjà en terminale ou sont en train déjà de penser à postuler au Canada, le dossier est envoyé directement sur le site de chaque université. Donc, il n'y a pas un site global pour le Québec, c'est chaque université qui collecte en fait les admissions. Alors, je vais accélérer un petit peu. McGill, je vais vous faire juste un exemple je vais vous donner un exemple avec McGill. McGill, c'est la numéro 1 au Canada. Il y a 40 000 étudiants avec 25 000 undergraduates. Les cours sont en anglais, même s'il est possible d'écrire ses devoirs en français. Donc, les critères d'admission. Une question que j'ai souvent, c'est est-ce que les frais de scolarité, je dois le dire avant, en fait, vous êtes admis suivant le diplôme que vous faites et le lieu du lycée, et les frais de scolarité sont calculés après quand vous donnez votre passeport. Donc là, je vous ai mis, en fait, vous avez tout ça sur le site de McGill, mais pour vous montrer comment c'est structuré. Quand on fait un high school diploma, McGill va vous demander les bulletins du grade 10, 11 et 12, un certain nombre de cours prérequis et un test SAT et CT, avec, par exemple, en Arts, 28 au SAT et 31 en Management ou en Sciences. Donc, il faut être vraiment dans les top 5-10% du SAT pour rentrer à McGill. Si on a un IB diploma, ce qui compte énormément, c'est le IB Predicted. Donc, il faut avoir les cours prérequis, mais il demande un IB Predicted de 35 pour Arts ou de 37 et 38 pour les sciences et le management. Si on passe le bac français, ils n'acceptent pas des bacs techno, ou des bacs technologiques ou des bacs pro. Il faut être dans une série générale. Ils vont regarder les bulletins de première et terminale et il faut à peu près 15 de moyenne pour rentrer en arts et
16 pour rentrer en sciences ou en management, avec toujours la valeur, l'importance des maths, avec un minimum de 14. Alors, le bac français est en train de changer aussi. Donc, si vos enfants sont dans les plus petites classes, ce sera plus les séries, mais il faudra bien qu'ils soient en spé maths ou en maths complémentaires en première et en terminale pour management et pour tous les programmes scientifiques. Si on passe le bac français, on va avoir à soumettre un TOEFL. Le TOEFL, c'est 90 ou 100 sur 120 minimum. La date limite de dépôt des dossiers, c'est le 15 janvier. Pas de lettre de recommandation ni d'essai à soumettre pour McGill. C'est à peu près la même démarche pour les universités au Québec. Concordia est un peu moins sélective, mais certains programmes comme communication, journalisme, où il faut envoyer des portfolios. L'école de commerce de Concordia est très réputée, donc ils vont vraiment regarder aussi les notes en maths et le programme de maths qu'on suit. Par contre, Concordia ne demande pas de SAT et de SAT avec un high school diploma. Donc ça peut intéresser certains de vos élèves. Et ils ont aussi un programme bridge, c'est-à-dire que si l'anglais si vous n'êtes pas à 90 au TOEFL, il y a moyen de faire une année d'études en anglais pour se remettre à niveau. L'Université de Montréal n'accepte que en entrée directe des élèves qui ont le bac international ou le bac français. Si on a le high school diploma, il faut faire une année préparatoire. Et par contre, HEC Montréal et Polytechnique Montréal demandent toujours une année préparatoire si on n'a pas fait ses études au Québec. L'UQAM n'accepte pas d'élèves en high school diploma. Ils veulent une année d'université, mais par contre, si on a le bac français, on peut postuler à l'UQAM directement. Donc, vous voyez, il y a plein de cas particuliers. Je vais vous faire une petite minute sur les universités en Ontario. Donc, l'Ontario, il y a une vingtaine d'universités et eux, ils ont un processus d'application simplifié qui s'appelle le WAC et c'est une application pour plusieurs universités. Et donc, vous pouvez choisir 3, 5 programmes. La seule université en Ontario qui offre des programmes en français est l'Université d'Ottawa où il y a des programmes en français et en anglais. L'Université de Toronto, qui est donc qui a la meilleure réputation au Canada, est une très, très grosse université, encore plus grosse que McGill ou Concordia, avec plus de 70 000 étudiants. Par contre, c'est un petit peu plus facile de rentrer. Le IB Predicted est à 27, alors qu'il était à 35 pour McGill. Et les scores pour le SAT et le SAT sont aussi un petit peu plus bas. Un dernier point de calendrier, il faut se préparer tôt. C'est un petit peu moins vrai que pour les États-Unis, mais c'est quand même beaucoup plus tôt qu'en France, puisque l'Université de Toronto demande que les dossiers soient envoyés pour le 1er novembre pour les étudiants étrangers. McGill, Polytechnique, c'est le 15 janvier. Concordia, l'Université de Montréal, Queen's, c'est le 1er février. HEC Montréal, le 15 février. Et un dernier point sur les visas. En fait, il faut être accepté dans une université à temps plein. Il y a une liste d'établissements agréés, mais en général, toutes les universités dont nous avons parlé aujourd'hui qualifient. Et une fois que vous êtes accepté, vous envoyez un dossier auprès du Québec pour obtenir un CAC, un certificat d'acceptation du Québec, où on va vous demander aussi une preuve de ressources, donc des comptes en banque et des choses comme ça. Une fois que vous avez l'acceptation du Québec avec le CAC, vous demandez un permis d'études au Canada. Alors, sous toute réserve, les données d'immigration changent régulièrement, donc consultez directement les universités ou un consulat, le consulat si vous avez des questions. Voilà, 25 minutes. J'espère que j'ai essayé de vous dresser un peu un tableau de ce qu'il fallait pour postuler au Canada. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de questions. Alors moi, bonsoir à tous. J'ai noté plusieurs questions par rapport aux études de médecine. Donc, plusieurs personnes nous demandent si on peut exercer aux USA après des études de médecine au Canada. Bon, on a abordé la question tout à l'heure avec la priorité pour les étudiants canadiens, mais la question revient et notamment, peut-on réellement faire ou pas des études de médecine au Canada?
Est-ce qu'il y a une chance de pouvoir en faire? Et si oui, peut-on faire des études undergraduate au Canada, poursuivre ensuite aux USA pour pouvoir exercer aux USA? Alors, la médecine, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué dans tous les pays parce que comme ce sont des études en général très subventionnées par les États, et ils ont tendance à donner priorité en fait aux citoyens de ce pays. Au Québec, alors dans le système nord-américain, en général, on fait pre-med, c'est-à-dire qu'on fait 4 ans de bachelor et après, on rentre en medical school. L'exception, c'est en fait l'Université de Montréal et les universités québécoises parce qu'elles sont plus basées sur le système français où on rentre en médecine dès la première année. Il y a, par contre, quand on est étudiant étranger, je crois qu'il y a 3 places à l'Université de Montréal. Donc, si vous avez un dossier absolument exceptionnel, vous pouvez le tenter, mais il y a vraiment très peu de chances de rentrer directement en médecine à l'Université de Montréal en français. Pour ce qui est des universités comme McGill, comme l'Université de Toronto, les élèves font pre-med. C'est-à-dire qu'ils vont faire un diplôme en biologie, en neurosciences, en chimie, et après, ils vont passer l'examen de medical school. C'est compliqué il y a encore une fois un petit peu plus de place une fois qu'on a fait le pre-med pour rentrer en graduate school en médecine. Par contre, ce que font beaucoup d'élèves, c'est qu'ils vont faire leurs 4 années en pre-med au Québec. Par exemple, ils vont faire McGill pendant 4 ans. Et après, ils vont passer les concours et les examens pour rentrer en medical school aux États-Unis. Je connais plusieurs personnes qui ont fait donc 4 ans à McGill et après qui ont fait Duke ou Harvard ou Stanford en médecine parce que McGill a une très très bonne réputation en médecine. Savoir si après, en fonction, vous pouvez être exercé avec ça, c'est moins mon domaine. Savoir si avec un diplôme canadien, il y a des équivalences à avoir. Ça, il faudrait vraiment fouiller plus le sujet. Je crois qu'il y a des accords entre la France et le Canada, mais en plus, ces accords-là changent régulièrement. Donc, je vous encourage à vraiment vous renseigner plus sur ce domaine-là. Alors, une question concernant les frais. On a parlé tout à l'heure des frais du coût des études. Sandrine nous demande si ça inclut les frais de logement et à combien ça élèverait. Alors, les frais de logement, c'est ce que je n'en ai pas parlé. Là, les frais, c'était vraiment les frais de scolarité, les tuition. Donc, les frais de logement, il faut compter en résidence, les frais sont relativement élevés, sont entre, disons, 12 000 et 18 000 $ avec les repas, en fonction des villes. Alors, il y a des villes qui sont moins chères que d'autres, mais à Montréal, il faut compter entre 10 et 15 000. Par contre, les loyers ne sont pas très chers. Donc, les élèves, en général, restent en résidence 1 an et après, emménagent dans un appartement et les coûts baissent de façon très, très importante. Moi, je conseille fortement à mes élèves de passer la première année en résidence parce que comme ce sont des grosses universités, c'est difficile de rencontrer des gens en cours et qu'il n'y a pas beaucoup d'heures de cours. Donc, en fait, les étudiants étrangers rencontrent beaucoup d'autres étudiants en résidence. Donc, la première année, je trouve que c'est très important. Ensuite, ils ont tous des appartements et en colocation et les frais baissent beaucoup. Toronto est une ville aussi très, très chère. Donc, c'est pareil, autour entre 10 et 20 000 $ de frais. L'autre chose, c'était les scholarships. Donc, McGill, par exemple, a des scholarships pour… les étudiants sont automatiquement considérés pour un scholarship de 3 000 $. Pour les plus gros scholarships, il faut faire une demande à part. Et là, il faut une lettre de recommandation et un essai. Concordia va aussi regarder automatiquement considérer les élèves pour des scholarships sur la base du GPA. Alors, pour vous donner une idée, à McGill, pour avoir un scholarship, il faut avoir 41 sur 42 en IB Predicted
et un 4.0 de GPA unweighted. Donc, c'est vraiment pour des étudiants exceptionnels. Par contre, il y a des universités comme Queen's en Ontario qui donnent, des universités un petit peu moins connues, qui attirent un peu moins d'étudiants étrangers, qui sont plus généreuses. Donc, ça vaut vraiment la peine de sortir un petit peu des terrains battus parce que vous risquez d'avoir des scholarships. Alors, en général, c'est donc basé sur le mérite. Concernant les frais de scolarité, on nous pose également la question pour les enfants qui ont une double nationalité, français ou international, comment sont-ils considérés pour l'évaluation des frais? Alors, là encore, au Québec, alors, si on est citoyen canadien, bon, pour l'Ontario, même si on habite à l'étranger, on aura le prix canadien. Au Québec, si on est citoyen français et citoyen américain, une fois qu'on a été admis, au moment des inscriptions, on enverra son passeport français et automatiquement, on aura les frais de scolarité pour les Français et pas pour les internationaux. Si on est citoyen canadien et citoyen d'un autre pays, au Québec, si votre enfant n'a jamais habité au Canada, vous avez 3 mois pour prouver que, en fait, sa province de résidence est le Québec. Donc, il y a une liste d'éléments à fournir, mais c'est possible, du coup, d'avoir même le tarif québécois quand on est citoyen canadien et qu'on n'a jamais habité au Québec avant. Donc, question très brève de Nathalie qui nous demande un cours représente combien d'heures par semaine? Alors, ça c'est la grande surprise pour les Français en général. Un cours, en général, ça va dépendre. Certains cours d'ingénieurs ont des labs, donc des cours un peu plus longs, mais en général, c'est 3 heures de cours par semaine. Et donc, quand on a nos 5 cours par semestre, on est à 15 heures de cours par semaine. Or, ce sont des semestres qui durent à peu près 12 semaines. Du coup, ça va très vite. Et ça, c'est la grosse surprise. Vous avez sûrement entendu parler d'élèves qui ont beaucoup de mal la première année au Canada. Et c'est parce que le niveau est élevé, les exigences sont aussi importantes. Et les cours vont très vite. Il faut faire énormément de travail individuel. Il faut aller beaucoup à la bibliothèque préparer parce que les professeurs changent d'un cours sur l'autre. Ça avance et on n'a pas le temps de revoir. Donc, il y a à peu près 15 heures de cours par semaine, ce qui laisse aussi aux étudiants du temps pour s'investir dans les clubs. Ils sont très, très investis dans les organisations étudiantes, dans l'organisation d'événements, dans tout ce qui est autour du développement durable, etc. Ce qui les aide après quand ils doivent chercher du travail parce qu'ils ont déjà un CV assez conséquent. Il faut savoir que donc en général c'est 2 semestres. Le semestre commence en fin août, début septembre et on se termine en décembre. Le deuxième semestre, le semestre d'hiver, commence en janvier, se termine fin avril. Donc, il y a 4 mois entre fin avril et fin août pour soit prendre des cours d'été, ce que certains élèves font pour rester dans les 3 ans ou 4 ans pour terminer leur bachelor, soit trouver des stages, faire ou travailler, ou en tout cas avancer du coup de leur démarche pour pouvoir avoir un meilleur dossier quand ils postulent pour des emplois après leur bachelor. Alors, une autre question de Sandrine concernant des études de droit. Peut-on exercer en France ou aux USA quand on a fait ses études de droit au Canada? Alors, le droit, c'est comme la médecine. C'est-à-dire que le système nord-américain, normalement, le droit, c'est un graduate program. C'est aussi on fait d'abord un bachelor en sociologie, en philo, en sciences politiques, et après, on postule pour les law schools. Et c'est un peu la même réponse que pour la médecine.
ça, c'est le modèle dans l'ensemble du Canada, sauf au Québec, où il y a les deux modèles qui sont en parallèle, le modèle français et le modèle américain, en fait. Donc, une université comme McGill est une des universités qui offre, on peut rentrer en droit en première année, mais c'est vraiment aussi pour des étudiants exceptionnels. Il y a très, très peu de places. La majorité rentre après avoir fait leur bachelor. Et McGill permet d'avoir le double cursus, le cursus droit commun et droit civil. Donc, le droit civil, c'est pour les pays francophones, en tout cas la France, et le droit commun, c'est sur la base du droit britannique. Donc, par exemple, quand on obtient un diplôme de Law School de McGill, on aura la possibilité de travailler au Québec ou en Ontario, ou de passer le barreau. Il y a des accords avec le Massachusetts, le barreau de New York, pour pouvoir, sans avoir à refaire d'équivalence, exercer comme avocat aux États-Unis, mais pas dans tous les États. Par contre, on peut aussi, du coup, repasser le barreau en France avec les études de McGill. Mais c'est de nouveau au cas par cas, c'est-à-dire que chaque pays, chaque État a des exigences spécifiques, donc il faut se renseigner, mais c'est tout à fait faisable. On a des questions également par rapport aux maths et la nouvelle réforme, donc on l'a évoqué tout à l'heure dans les fiches. Peut-on dire si on a besoin d'un niveau minimum, précalculus ou autre, pour entrer à McGill ou à Concordia, si on est étudiant aux États-Unis? Alors, donc, McGill et Concordia demandent, et HEC Montréal demandent ça dépend des programmes. Est-ce que vous disiez pour quel programme? Non. Alors, c'est pour les programmes de sciences et les programmes de business, de commerce ou des écoles de commerce ou de management, il faut minimum pre-calculus et ils vont privilégier ceux qui ont fait calculus honors ou AP calculus. Dans la nouvelle réforme du bac, alors le bac français change et l'IB, le bac international aussi. Le programme de maths change en bac international. Donc, pour le bac français, il faut faire une spécialité maths en première. Et je crois que en terminale, il y a la spécialité maths ou les maths complémentaires. C'est-à-dire qu'il faut surtout avoir des maths en terminale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire l'impasse sur les maths. Et c'est pareil pour les high school diplômas. Certains de mes élèves avaient fini les maths obligatoires dans le cursus américain, mais les universités canadiennes ne les accepteront pas s'ils n'ont pas pris de maths en terminale. Donc, c'est vraiment très, très important, et un minimum pre-calculus. Pour le bac international, donc la réforme aura lieu pour 2021. Avant, il y avait Math Studies et Math SL et HL. Maintenant, il y a 4 niveaux de maths. Les universités canadiennes vont accepter tous les niveaux sauf Math SL application. Donc, Math SL Analysis et Math HL Analysis et Math HL Application sont valables pour ces programmes où les maths sont nécessaires. Donc, ça, c'est expliqué sur les sites, ou sinon, vous m'enverrez des messages et je pourrais vous réexpliquer si besoin. Normalement, les conseillers d'orientation devraient être aussi capables de vous orienter par rapport au programme en maths. Il est aussi important pour les diplômes d'ingénieurs, en général, ils veulent chimie et physique, alors que parfois, aux États-Unis, on fait ou chimie ou physique. Et pareil en France, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, ils veulent avoir, pour être admis dans les programmes d'ingénieurs, chimie et physique, les deux. C'est important. Plusieurs questions sur les scholarships, que ce soit McGill ou d'autres universités, et sur les scholarships pour le sport, on nous demande également. Donc, qu'en est-il? Alors, le sport, vous remarquerez que je vous ai surtout parlé de l'académique. Vraiment, le recrutement se fait essentiellement, d'abord ce sont des universités publiques. Le sport au niveau universitaire, il y a beaucoup d'équipes de sport, mais c'est beaucoup moins un business qu'aux États-Unis. Donc, le recrutement se fera quasiment jamais sur une base d'un profil sportif.
peut-être pour des sports comme le hockey ou des sports très très particuliers, mais dans mon expérience, j'ai jamais eu de sportifs de haut niveau qui ont eu un avantage dans leurs applications au Canada, alors qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus. Donc pour le sport, l'extrascolaire est un petit peu envisagé dans certaines universités en Ontario. Concordia aussi le considère, surtout pour les programmes artistiques. C'est-à-dire que si vous voulez faire les études de cinéma ou là, tout ce que vous avez fait en dehors du cursus académique est pris en compte et vous aidera à rentrer dans le... mais pas forcément avoir un scholarship. Une question d'Irma qui nous demande, à partir du moment où on est accepté dans une université au Canada, notamment à McGill, est-il possible de prendre une année de break avant de rentrer à l'université ou doit-on rentrer tout de suite à l'université? Alors, est-ce que... je pense qu'il est possible de défer son acceptation comme aux États-Unis. En général, il faut demander une dérogation. C'est-à-dire que pour qu'il vous garde la place, il faut avoir une bonne raison. Donc, c'est pas juste parce que j'ai envie de voyager. Il faut que ce soit voyager dans un but humanitaire ou un programme spécifique en langue ou quelque chose. Je pense que ça vaut la peine de vérifier parce que chaque université réagira avec son propre planning, mais je pense que c'est une question qu'on peut envisager, en tout cas de leur poser. On peut aussi, certaines universités acceptent des élèves en janvier. Donc, pas pour tous les programmes, mais certains programmes ont des admissions en janvier et pas seulement en septembre. Donc, c'est possible de postuler un peu plus tard pour les admissions de janvier. Par contre, c'est toujours pareil. Plus c'est sélectif, plus les programmes sont remplis, plus vaut mieux s'y prendre tôt parce qu'il y a moins de place. Une question de David, mais qui concerne sans doute d'autres familles. Ces enfants ont la double nationalité américaine et française. Doivent-ils postuler comme américains ou comme français pour bénéficier du meilleur tarif? Alors, je crois que j'y ai répondu un petit peu. Oui, on a abordé la question. C'est-à-dire qu'il faut, en fait, vous indiquez sur l'application que vous avez double citoyenneté. Enfin, l'élève indique qu'il est français et canadien et américain. Et j'ai des élèves qui ont 4 nationalités. Mais son dossier est évalué en fonction de l'endroit du programme qu'il a fait, en fait, ou du double programme, parce que beaucoup d'élèves sont dans des doubles programmes, high school diploma, bac français, ou high school diploma et bac international. Donc, l'élève est évalué sur la base du lycée qu'il a fait, et ensuite, une fois qu'il est accepté, la tarification des frais de scolarité sera évaluée à ce moment-là. Donc voilà, je ne sais pas si on a fait le tour des questions. On a une question de Catherine, mais qui n'est pas très précise. Elle nous dit qu'elle fait elle suit une formation dans l'éducation, donc pour être enseignante, et elle demande si elle peut ensuite exercer aux USA. Donc je suppose que c'est une formation au Canada ou en France, je ne sais pas. Ou Catherine, si vous pouvez me préciser Alors, l'éducation, c'est aussi en général. Alors, aux États-Unis, c'est très réglementé par chaque État. Donc, il faut repasser en général un certain nombre d'examens et de diplômes pour être certifié ou en tout cas avoir le droit d'exercer dans cet État. C'est pareil au Canada par province. Ce sont vraiment des systèmes fédéraux. Donc, les provinces ont une juridiction sur tout ce qui est éducation, santé. Donc, c'est en général chaque province qui va déterminer en fait, le cursus à suivre et les règles d'autorisation en fait de travail. Après, il y a les questions de visa et ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a fait des études au Canada qu'on a le droit de travailler aux États-Unis. Donc voilà.
Une question, peut-être une des dernières questions. Oui. Peut-on étudier en Amérique latine et travailler au Canada? Donc faire ses études alors, Amérique latine. Travailler au Canada, c'est une question du permis de travail, donc c'est vraiment une autre question. Si on fait ses études en Amérique latine, on peut bien sûr, il y a beaucoup d'étudiants sud-américains dans les universités canadiennes. Il y a beaucoup d'étudiants de partout dans le monde. Donc, il faut avoir un diplôme d'études secondaires et avoir prouvé qu'on peut suivre des études dans la langue anglaise. Donc, c'est important de bien se renseigner, mais c'est tout à fait faisable. Donc, si j'ai juste un conseil à donner à vos enfants, si certains d'entre eux vont aller au Canada ou souhaitent y aller, c'est que même quand les universités sont pas si difficiles en termes d'accès pour être admis, par contre, le cursus est assez intense, donc encouragez-les à vraiment bien se préparer, notamment sur les matières prérequises en anglais, en maths, pour être au niveau, parce que c'est important de rentrer à l'université, mais c'est aussi important de sortir avec un diplôme. Donc, je vous encourage à vraiment insister là-dessus auprès de vos enfants. Nous vous ferons passer demain le lien demain ou après-demain le lien pour revoir ce webinaire, et vous aurez comme ça accès aux diapositives que j'ai inclus. Et si jamais vous avez des élèves qui souhaitent prendre des cours de SAT ou de TOEFL, nous sommes là pour répondre aussi à vos questions à Miami. Donc, nous vous souhaitons une très bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, j'essaierai de répondre à vos questions, à celles auxquelles nous n'avons pas répondu. Au revoir.